Amis de TV Sud Bourgogne, bonjour. Aujourd'hui, nous avons déplacé notre caméra sur Tournu et nous sommes à la ferme d'à côté. La ferme d'à côté, c'est un magasin de producteurs qui s'est créé il y a quelques mois. Alors, à l'instar de ce qui se passe à Autun, où il y a la station fermière, la ferme d'à côté a créé un peu sur les mêmes bases, parce qu'en fait, on verra que les producteurs qui sont dans cette association sont aussi de la même école que ceux de la ferme, de la station fermière. Donc, aussi une dizaine de producteurs se sont réunis. Enfin bon, on va voir ça tout de suite. Quand on vend ces produits directement du producteur au consommateur, on appelle ça les circuits courts et nous sommes en plein dedans. Voilà. Nous sommes en présence d'Amélie et d'Amandine qui font partie toutes les deux de la ferme d'à côté. Alors, Amandine, votre spécialité, c'est quoi? Les escargots. Les escargots. Et vous alors, Amélie? Donc nous, on produit des produits laitiers avec du lait de vache et du lait de chèvre. D'accord. Toutes les deux, vous êtes indépendantes, chacun? C'est ça. Non, moi je suis en GAEC, donc en exploitation avec mes parents et mon frère. D'accord. Et vous êtes toute seule? Oui, je suis entreprise individuelle. Vous arrivez à courir après toutes vos petites bêtes parce que vous êtes spécialisée dans les escargots. Amandine est dans les escargots, vous vous rendez compte, hein? Ouais, pas de souci, ça va. Ils vont pas très vite. Bon, bah ça va, vous pouvez les rattraper quand ils essayent de s'échapper. Donc pas de GAEC, rien du tout. Non, non. Alors, présentez-nous cette ferme d'à côté. Pas de souci. Donc on est 11 associés et le projet il a mûri depuis 2 ans. Donc c'était, au début vous étiez 5. Moi je suis arrivée un peu de temps après dans le projet. Et pourquoi Tournu? Parce que c'est une ville qui est assez dynamique et qui correspondait aux attentes des consommateurs surtout. Vous êtes arrivé dans le projet comment? Eh ben, au début, c'est Blandine et Julien, donc 2 associés qui ont réfléchi à ce projet ensemble. Et en fait, pour faire mûrir leur projet, ils sont venus nous chercher. En fait, ils cherchaient plusieurs productions. Et donc, c'est là qu'ils sont venus nous demander si on était intéressés. Donc, on est arrivé à 6 mois de leur réflexion, en fait. Vraiment au début du projet, au début. D'accord. Alors le projet, vous étiez partie prenante dans le projet au départ? Alors pas du tout, moi je suis arrivée à la fin, je suis la dernière associée. Parce que mon projet n'était pas encore assez mûri de mon côté. Et moi je me suis installée en 2022, donc c'est tout récent. Alors au début du projet, il y avait d'autres gens qui étaient intéressés? Oui, d'autres qui sont partis, voilà, qui sont pour des raisons personnelles du projet. Et d'autres qui sont arrivés comme moi, le mouton par exemple, qui est arrivé juste après aussi. Le mouton? La bergerie de... Ah oui, comme ça vous spécifiez. Oui, alors oui, vous êtes les escargots, voilà. Un tel c'est le mouton, vous êtes... Les produits laitiers. La crémière. Donc si personne connaissait la crémière Tournu, ben, je vous la présente. Hein? Voilà, d'accord. Chaque personne a ses spécialités dans les associés surtout. Alors tout au début, qui a lancé l'idée un petit peu là? Le GAEC de la Mare-d'Andon à la Chapelle-Tecle et Blandine Dague qui fait les cochons bio. Ah, les cochons bio. D'accord, des cochons bio. Là, j'aime bien les cochons. Hein? Surtout que maintenant, ils sont employés même pour nettoyer dans les vignes, pour désherber sans produits phytosanitaires. C'est très intéressant, avec des petits cochons. Hein, voilà, quoi. Alors, pas trop gros, parce qu'après, ils finissent. Ça ne tient plus dans le congélateur. Alors, dites-moi, donc, comment vous est venue l'idée de faire l'élevage d'escargots? Parce que alors ça, c'est pas comment. Est-ce qu'on se lève un matin en disant tiens, je vais faire des escargots? Comment? Non, pas tout à fait quand même. C'est un projet qui est de longues années de réflexion. Et moi, j'en ai toujours fait depuis que je suis toute petite avec mes parents. Donc voilà. Et c'est quelque chose qu'on peut faire seul en élevage. Donc vos parents étaient déjà producteurs d'escargots? Non, juste on allait les ramasser dans la nature. Et oui. C'est la continuité. Oui, d'accord. En élevage, on a moins à se baisser. C'est ça. Hein, un petit peu, parce que vous travaillez en hauteur, j'imagine. Oui, hein. Sur les planches, oui. Alors, c'est quel type d'escargot? Parce que moi, c'est des gros gris, donc c'est pas les escargots de Bourgogne comme on entend parler souvent en surface. Donc moi, c'est une spécialité qu'on peut faire que les professionnels français peuvent faire que du gros gris ou du petit gris. D'accord. Alors vous allez Oui, parce que comment on les obtient, les tout petits?
Ah bah, comme d'autres. Vous les achetez pas? Si, j'achète les naissins comme c'est ma première année. D'accord. Donc ils arrivent tout bébés dans mon élevage et après ils arrivent de mai jusqu'à septembre-octobre. Ils sont en plein air dans mes parcs. D'accord. Alors pour la reproduction, je crois que les escargots c'est un peu particulier, ils sont mâles et femelles. C'est ça. Dites-moi, il y a une période propice pour justement qu'ils se fécondent Oui, oui, c'est le début d'année à partir du mois de mars. D'accord. Et alors, c'est-à-dire qu'il y en a un, à un moment il fait femelle et l'autre il fait mâle ou C'est ça. Tout à fait. Ah oui, d'accord. C'est un peu comme les abricotiers polonais qui sont à la fois mâles et femelles, mais bon, il y a les fleurs mâles et les fleurs femelles. Hein, c'est un petit peu comme ça. C'est ça. Mais le lendemain, ils peuvent être l'inverse. Non. Ah, d'accord. Alors, celui qui était mâle la veille, il ne peut pas être femelle le lendemain. Après, ils se sont reproduits, donc ils font directement les œufs et leur fécondation. Et après, voilà, ça fait des petits escargots. Oui, ok. Donc ensuite, vous les prenez. Alors, comment vous faites pour les faire grandir? Ah bah, ils sont dans un élevage, dans les parcs en plein air. Et après, bah, ils grandissent avec mes couverts végétaux et de la farine pour la coquille. Alors, ils sont tout seuls et puis ils se débrouillent. Vous leur mettez, vous parsemez. Après, il faut ramasser certains qui se sauvent, mais oui, ils sont là. Ah oui, d'accord. Alors, gros, ça devient un gros... En 90 jours, ils sont déjà mûrs pour être à ramasser, minimum. D'accord. Alors, la production, elle revient combien de fois dans l'année comme ça? C'est de mai à septembre. Mais voilà, c'est pas tous les jours qu'il y a une nouvelle couvée. Non, je les mets en mois de mai, tout petit, et après ils mûrissent jusqu'à être mûrs. Au mois de septembre. Sinon, il faut attendre l'année d'après pour en avoir de nouveaux escargots. Oui, il fait trop froid l'hiver. D'accord. Alors, vous les mangez pas tous, pour vous en garder un certain nombre pour avoir des petits. Je n'ai pas gardé cette année, comme c'était ma première année. J'ai tout transformé, donc vous pouvez les voir dans les rayons ici. D'accord, oui, c'est ce que je vois. Tous transformés ici. D'accord. Alors, vos escargots, on voit d'ici, vous les emballez, Alors, comment vous faites d'abord? Une fois qu'ils sont gros, parce qu'il faut les décoquiller. On les ramasse, on les fait jeûner pour qu'ils s'endorment, et après je vais les transformer dans un laboratoire. Et j'utilise essentiellement des produits de la ferme d'à côté, surtout. D'accord. C'est important. C'est bien. Voilà. Et ensuite, vous les préparez. Ouais, c'est ça. Donc, vous êtes un peu bretonne, vous choisissez vos beurres en fonction... Voilà, tout provient du magasin, le beurre provient du magasin, je fais au fromage de chèvre, donc de ceux d'Amélie, les légumes viennent du jardin d'Ambreuil, voilà, c'est circuit court. D'accord. C'est du beurre salé? Non, c'est du beurre nature. Ah bon, bah alors, pour une fois, on n'aura pas de gonadou sur le... Le gonadou, c'est le drapeau breton, sur l'emballage des escargots. Voilà. Amélie. Oui. Vous êtes dans les chèvres. Dans les chèvres et dans les vaches. Dans les chèvres et dans les vaches. Alors vous faites du fromage de chèvre et du fromage de vache. C'est ça. Et vous faites la traite. Oui. Bon, vous êtes nombreux quand même pour vous occuper de tout ça. 4. Combien de chèvres? 200? Non. Non, on a commencé donc les chèvres de l'année dernière, donc ça fait la 2e année en chèvre. Ouais. Juste après mon installation en fait dans la ferme. Et donc on a commencé à 25 chèvres pour arrondir et on a doublé cette année. D'accord. Alors 25 chèvres. Oui. Ça vous fait combien de fromage tous les jours? Grosso modo, à la louche. À la louche, ça fait 40 litres de lait par jour, donc une 80aine de fromage. Ben c'est bien, ça, on sait déjà que les fromages sont brassés à la louche. Le lait brassé à la louche, c'est très bien. Alors, donc une 40aine de litres, ce qui nous donne à peu près 4-5 fromages par litre. 2 fromages par litre. 2 fromages par litre, comme quoi, hein, il en faut quand même du lait pour faire un fromage. Et alors, ça, c'est pour le lait de chèvre. Traite? Oui. 2 fois par jour? C'est ça. 2 fois par jour. Transformation 1 fois par jour? Oui. Hein? Et le petit lait, vous en faites quoi? Vous engraissez les cochons? On donne à des cochons. C'est ça. Alors, vous êtes toute seule à faire les fromages de chèvre? Ou il y a encore d'autres gens qui viennent? Il y a mon père qui vient m'aider. Ouais, brave papa. Normalement, c'est... Hein? On a je toujours besoin d'un papa. Souvenez-vous de ça. Je ne peux pas faire tout toute seule, mais oui, voilà. Ouais, d'accord. C'était mon projet. D'accord. Et alors maintenant, après, vous avez les vaches. Oui. Alors quand vous êtes après les chèvres, il y a quelqu'un qui est après les vaches. Alors nous, notre ferme, elle est très robotisée, très moderne. Ah. Donc en fait, les vaches, elles sont traites avec un robot de traite depuis 10 ans. Et donc du coup, c'est ma mère qui peut s'occuper des vaches toute seule. Ah, c'est très familial. Et alors dites-moi, c'est quoi comme variété de vaches que vous avez? Des Montbéliardes et des Primolstein. Primolstein, ça a une grosse quantité de lait. Oui. Hein, et puis peut-être un peu plus parfumé avec les Montbéliardes, non? Non? Non, c'est pas dit, non. Je sais pas, moi je suis complètement... je suis pas connaisseur dans les vaches, sinon les charolaises, mais ça se traite pas, ça. non. Donc voilà, donc alors combien de vaches? 60. 60 vaches. Beaucoup de fromage aussi à faire.
Un peu. Tous les jours. La traite, matin, soir? En fait, elle traite tout. En fait, Elle se présente toute seule au robot de traite. C'est ça. Et c'est la vache d'accord. qui décide quand est-ce qu'elle va les servir. Eh bien, il y a quelqu'un qui nettoie les mamelons quand même. C'est le robot qui le fait. C'est le robot. Ah, c'est le robot fait tout. Oui. Il met en place. Ah, c'est curieux. Tiens, un truc à voir, ça, les amis. Hein, comment on fait pour traire avec un robot les vaches? Donc ensuite, vos produits. Alors vous faites vos fromages. Ensuite, vous les vendez, mais vous les vendez sur les marchés ou uniquement au magasin? Beaucoup au magasin. C'était le projet. En fait, on a monté notre projet à la ferme avec le projet du magasin. Oui. Et après, on a quelques épiceries et quelques marchés aussi. On a fait. D'accord. Après, les marchés prennent beaucoup de temps. Donc, du coup, on a un peu de réduit, mais c'est vrai. voilà. Ouais. La ferme, alors le camion est marqué la ferme d'à côté ou c'est votre GAEC? C'est tout le GAEC. C'est tout le GAEC. Hein. Donc la ferme d'à côté ne vend que dans le magasin. Ah oui. Vous-même, vous vous déplacez sur les marchés, vous vendez vos produits en boutique? Oui, j'ai d'autres boutiques, mais essentiellement surtout au magasin producteur, la ferme d'à côté, où il y a vraiment beaucoup de ventes ici. D'accord. Eh bien écoutez, c'est déjà pas mal, hein. Je vais vous libérer, vous avez des clients qui vous attendent. Hein, petit à petit, je vais reposer des questions. Comment il s'appelle le grand garçon là-bas? Jean-Paul. Jean-Paul. Ah, il est grand, hein. Ouais. Allez, on va l'appeler. Il mange. Là, nous sommes avec Jean-Paul. Jean-Paul est producteur de... Poule pondeuse et donc d'œufs. Voilà, œufs, la poule verte. Alors, vous produisez les poules et les œufs. Non, je produis les œufs. Mais poules ponduisent, oui, je suis producteur d'œufs, pardon. Voilà, mais bon, vous achetez vos poules Ouais, ou... on achète les poules, oui. Vous achetez vos poules. Alors, Prêt à pondre, on achète des poules pondeuses. c'est quelle variété de poules que vous avez, vous? Bon, c'est de la poule rousse, alors il y a plusieurs races. Oui. Il y a des Bovance, il y a des Highline, il y a des... Les gros œufs marrons, Loman, là? Ouais, des beaux œufs comme des œufs au chocolat, là, oui. Ah, ça, c'est bon, hein? Ouais. Hein? Nickel, ouais. Ouais, vous faites pas les autruches non plus? Parce Non, que les beaux œufs aussi. les autruches, pas maintenant. Les oies, non? Vous faites pas d'oies? Non. Non, ça On pourrait. n'a pas Hein. le droit de mélanger. Ah, un élevage d'oies égale un élevage d'oies. Voilà. Ah, d'accord. Bon, alors, vous avez combien de poules pondeuses? On a 750 poules. Ouf! Qui sont répartis en 3 petits poulaillers avec chacun leur parcours pour aller se promener dans l'herbe. Voilà. Il reste de l'herbe. On a des surfaces assez grandes, donc on arrive à faire une sorte de pâturage tournant, un peu Ah, d'accord. comme Ouais. les éleveurs laitiers. Oui. Et du coup, on arrive à gérer l'herbe quand même, D'accord. à avoir de l'herbe tout le temps. Alors, le matin, il y a les portes coulissantes qui s'ouvrent Et ben, et tout le monde sort. On ouvre manuellement une fois que la ponte est terminée, vers 10h30 le matin. On ouvre manuellement pour les mettre dehors. Ah, parce que vous avez réussi à programmer vos poules pour qu'elles pondent avant 10 heures. Ben, c'est assez simple, en somme, c'est la durée du jour qui met les poules D'accord. qui commandent. Donc à partir du moment où les poules elles ont de la lumière à 6h le matin, que ce soit de la lumière électrique ou de la lumière du jour, c'est comme la belle saison maintenant, 2 heures après, en gros, elles pondent. Ah oui, donc moi je pensais que ça pouvait pondre toute la journée. Non, en général, une poule bien élevée, elle pond. Ah oui, mais ça c'est les Et poules de après, chez Jean-Paul qui sont bien voilà, élevées. et après, elle va se promener, elle a autre chose à faire que de pondre. Ah oui, oui, elle a des copines, elles vont Voilà. faire un basket et C'est ça. une sortie au ciné. Voilà. Enfin, des trucs comme ça. Une petite Donc- chasse au ver de terre. Ah oui, 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 oui. Bah, là, il y aura du monde. Hein. Ouais, c'est ça. Taper du pied pour les faire sortir, hein, j'imagine. Hein. Donc, une 700 poules dites-moi, ça fait du boulot ça, parce que pour ramasser, comment vous faites? Bah, elles pondent dans des pondoirs qui sont étudiés pour, Sur tapis roulant? non, mais les œufs tombent dans une... elles ont accès au nid par un côté, et les œufs tombent dans une goulotte. Oui. Et du coup, on ramasse les œufs depuis l'extérieur, depuis la goulotte. D'accord, et c'est vous qui les mettez ensuite dans des petits... On les collecte, après on les rentre dans un local qui s'appelle, c'est un nom peut-être un peu pompeux pour un modeste élevage comme le nôtre, mais c'est un centre de conditionnement d'œufs. Hein, voilà, D'accord, qui ouais. répond à des normes sanitaires, marche en avant, choses comme ça. Alors vous, en Et on fonction... les conditionne à ce moment-là en boîte ou en plaque, selon la clientèle, selon... Alors vous les calibrez On les passe à la calibreuse, calibreuse mireuse, pour détecter s'ils sont fêlés éventuellement, Voilà. et les retirer. le cas- Et en fonction de la grosseur de l'œuf, Et par taille d'œuf. par taille d'œuf, ça va sur tel marché ou tel autre marché. J'imagine Oui, qu'il y a de la bah. demande pour des plus gros œufs, des plus petits œufs. En général, nous, comme on n'a que de la clientèle, disons, particulière, ou alors quelques restaurants, bon, les restaurants, on leur met plutôt les œufs un petit peu les plus gros, mais Oui. on met 2 calibres dans nos boîtes, quoi. On Oui. met le moyen et le gros. D'accord. On gère pas encore des calibres parce que ça serait déjà compliqué. Oui. On a 3 poulaillers différents avec toutes les journées, et si on fait encore des calibres,
Ça va nous faire des catégories à n'en plus finir. Alors c'est ensuite trié par race aussi? Non, mais par poulailler, par bâtiment. D'accord. Ah, donc on peut avoir un œuf jaune ou un œuf marron dans la même boîte? Pour la traçabilité, tiens par exemple celui-ci, je peux vous dire qu'il vient du poulailler numéro 4, parce que le tampon c'est le numéro 4. Voilà. D'accord, ok. Ce qui n'est peut-être pas le cas d'autres ou n'importe. Parce que voilà, on a une obligation de traçabilité qui est imposée par le service vétérinaire. S'il arrive quoi que ce soit, on doit savoir l'œuf qui est dans la boîte là, on doit savoir de quel jour il est et de quel poulailler il vient. D'accord. Voilà. D'accord. On peut se retrouver avec n'importe quelle variété de poules dans la même boîte? Ah ben non, après le poulailler 4 c'est toute la même race. Ah ben ça, ouais, voilà, c'est comme ça. Hein, ouais, c'est des races, c'est des poules rousses, hein. En élevage comme ça. Oui, parce que tout à l'heure vous m'avez parlé, vous m'avez donné le petit nom là en plus des poules rousses. C'est des variétés. Si d'accord, c'est des variantes dans la même. Voilà, c'est toutes des poules rousses. Quelqu'un qui ne connaîtrait pas trop, il va dire c'est toutes des poules rousses. Oui, non, mais moi j'y connais rien, donc vous êtes pour moi. Après il y a différentes souches, voilà, c'est ça. Oui, d'accord, ok. Vous êtes arrivé comment dans cette aventure de la ferme d'à côté? Eh bien j'étais déjà producteur et puis donc j'avais des marchés comme ça à droite à gauche, des clients, des magasins. Et puis je connaissais justement Julien Voisin de la Mordandon. D'accord. On s'était vu sur d'autres choses, des programmes agronomiques, là, des choses comme ça, enfin qui n'avaient rien à voir avec le magasin. Et puis c'est lui qui m'a appelé pour me dire qu'ils avaient un projet de faire un magasin à Tournus. Si ça m'intéressait de faire partie du projet, quoi. Donc c'est vrai que bon, j'avais pas spécialement pensé à ça, parce qu'on avait notre clientèle, tout ça, puis j'ai déjà pas mal de travail, donc je sais qu'un magasin de producteur, ça impose des présents, tout ça, ça fait encore des... Mais bon, par esprit de challenge, parce que j'aime bien, moi, les choses qui bougent, qui changent, voilà. Oui. Donc... j'ai dit pourquoi pas, je lui ai dit de toute façon si je ne vais pas, je lui ai dit vous allez vendre des œufs quand même. Ah ben il me dit oui. Donc, ça sera pas les vôtres. Donc est-ce qu'il y a un concurrent, je peux faire ça. Oui. Et puis voilà comment c'est parti. Puis c'est vrai que c'est un super projet. Moi je suis super enthousiaste. Bien que bon, je suis à 3-4 ans de la retraite, moi donc à la limite, c'est plutôt un projet. Un producteur qui prend une retraite là? Ça peut arriver des fois. Ah ouais, ça peut arriver. Alors dites-moi. C'est un projet qui est bien pour les jeunes qui se sont installés, tout ça, parce qu'on est vraiment dans l'air du temps, quoi, la vente en circuit. Alors ça vous a demandé un investissement au départ? Déjà beaucoup de temps pour aller aux réunions de préparation, parce qu'on a mijoté ça quand même pendant quasiment 2 ans. Hein, donc c'est pas rien. Un paquet de fois, des formations, des visites à droite à gauche. Oui. Le fait que tout le monde se mette d'accord. Et puis après, en tant qu'associé, chacun a mis une petite somme là, au pot. Voilà, mais... Alors vous avez... C'est pas ça qui est le plus difficile, ça prend pas beaucoup de temps. Mais bon, il faut trouver les financements. Chambre d'agriculture, est-ce que la Chambre d'agriculture vous a aidé? À mon niveau? Au niveau du magasin? Au niveau pas tant que ça, finalement on a surtout été aidé par la communauté de communes un petit peu, et puis on s'était aussi entouré d'une association, l'association Terre d'Envie, qui est une association qui... sa spécialité en gros c'est de créer des magasins de producteurs, d'assister des producteurs qui veulent créer un magasin. Donc eux ils en ont déjà créé, je sais plus, une 50aine au travers de la France. Donc ils connaissent tous les rouages. Attention, faites attention à ça, parce que des fois, voilà, donc c'est des gens qui connaissent, quoi. Qui maîtrisaient leur sujet. Qui ont des chiffres où chacun peut se retrouver. Moi par exemple les œufs, je m'attendais pas à faire 30% du chiffre du magasin, quoi. Voilà, on sait par exemple il y a des ratios comme ça. Les œufs c'est 30%, les alcools c'est 30%, l'agneau, voilà, donc on a tous ces chiffres là. On a aussi ce que ça va nous coûter en électricité, en choses comme ça, parce que ça on le sait pas, c'est vrai qu'au départ on fait un magasin, voilà. Donc on a été très bien assisté de ce côté-là quand même. Ça pour la partie disons technique. Après pour la partie financière, c'est vrai qu'il y a eu des subventions, c'est des subventions européennes, c'est des fonds européens, le FEOGA, oui. Qui sont arrivés via la DTE? FEOGA ou FEDER, je ne sais plus, oui. Enfin ça c'est particulièrement Amandeline et Blandine et Amélie qui s'en sont occupées. D'accord. C'est vrai que les filles là-dessus elles se sont...
D'accord. Bon, nous reviendrons un peu avec Amandine justement pour les histoires de financement. Vous avez d'autres choses à nous dire? Non, je ne veux pas monopoliser non plus. Non, non, mais on pourrait encore discuter 2 heures. Mais... Oui, non. Bon, mais le projet vous a plu, vous êtes rentré dedans, vous faites du chiffre, vous avez du monde qui vient vous voir, qui vient acheter vos produits, donc c'est le principal. C'est très agréable, oui, puis de rencontrer les clients, puis de voir que c'était un projet qui était attendu. Les gens, tout le monde nous a dit ça depuis le temps qu'on attendait qu'il y ait ça à tourner. Bon, voilà, il fallait que ça vienne, quoi. Ouais. Bon, en plus, j'habite à peine 2 km, là, donc je suis très proche. Jean-Paul, nous vous remercions. Merci. Nous allons rappeler Amandine si elle veut bien venir. Voilà. Je vais aller la remplacer. Oui, Amandine, parlons un petit peu de du financement de votre association et du magasin. Vous avez touché les subventions? Oui, on avait touché les subventions par le département et par FEDER, donc c'est par le PCAE, donc c'est l'aide européenne, qui nous ont aidés aussi à faire construire ce beau magasin surtout. Alors c'est la DTE qui intervient dans la direction technique du territoire. Oui, c'est ça. C'est DTT? DTT. Je me souviens, parce qu'on m'en a déjà parlé sur la ferme. Voilà, la DTT, donc c'est eux qui font le relais entre l'Europe et vous-même. On monte un dossier et après on était éligible, donc... tant mieux. Oui, heureusement. Ça nous a aidé à faire ce magasin, de construire toutes ces vitrines, tous ces meubles. Voilà. Donc c'est vraiment été un tremplin pour nous. Et ensuite, enfin, il y a d'autres financements plus locaux? Non, locaux non, mais on a eu aussi des aides. Donc c'est Terre d'Envie qui nous a aidé à construire ce magasin, qui nous a formés, qui nous a permis de nous construire, à faire le commerce, à faire la vente. Donc ça, c'était pas du tout notre métier principal. D'accord, il faut apprendre un nouveau métier. C'est ça. Voilà. Complètement différent du nôtre. La région vous a aidé? Oui. Financement ou avec des personnels? La députée nous a aidés. Madame Corneloup? Non, Cécile Untermeyer. Ah oui, ici c'est Cécile Untermeyer. Elle nous a beaucoup aidés. La SNCF aussi nous a aidés, c'est les locaux de la SNCF ici. D'accord, donc vous êtes en location ici? Oui, c'est ça, on est en location. C'est une location bail? C'est un bail de 10 ans. Un bail de 10 ans, donc ça vous assure une certaine pérennité. Quand vous avez pris les locaux, c'était plutôt dans un état industriel, on va dire? Non, c'était dans un bon état, c'était gamme vert avant. Donc, ah oui, déjà, alors le carrelage existait, les murs étaient propres, tout ça? Oui, sur ce côté-là, c'était propre. Après, on a refait les cloisons pour diminuer l'espace. D'accord. Pour nous faire une réserve surtout. Oui, les réserves, les frigos, tout ça, parce qu'il n'y avait pas de frigo. Non, il n'y avait pas de frigo. Donc c'est vous qui avez dû acheter du frigo. C'est du frigo neuf. Oui, on est tout doit pas être facile. Voilà. Même toute la façade, elle a été refaite. Oui. Voilà. On a travaillé dur pour... Alors ce sont les producteurs qui ont travaillé dur, les compagnons des producteurs, productrices, ou des entreprises peut-être locales? On est passé beaucoup par des artisans locaux. Ah oui, d'accord. C'était vraiment primordial pour nous dans notre projet. D'accord. Bah écoutez... super, on verra. Voilà, merci Amandine. Il faut me rendre mon micro. Voilà, nous sommes avec Élise. Bonjour Élise. Bonjour. Alors vous n'êtes ni productrice, vous êtes peut-être paysanne quelque part? Non, je suis salariée ici. Vous n'êtes pas du monde rural? Non. Donc voilà. Qu'est-ce qui vous a attiré dans cette aventure? Le fait que ce soit des producteurs locaux, ça m'a beaucoup attiré parce que je supporte beaucoup cette cause de consommer plus local, bio si possible, mais pas seulement, surtout local. Et d'être dans un circuit court, donc comme ça, et d'être à Tournu où je suis revenue, j'ai grandi à Tournu, j'ai été à l'étranger pendant une dizaine d'années et de retour ici, je suis très contente de pouvoir vendre les produits du coin. Eh ben c'est bien, donc mais vous n'avez pas l'accent étranger, hein? On confirme qu'elle n'a pas l'accent étranger, hein? Donc tout va bien. Donc il pourrait y avoir un accent étranger, oui. Mais non, mais c'est pas le cas, c'est pour la blague, hein. On coupera, peut-être que ça sera une petite anecdote. Donc, vous vendrez toutes sortes de produits? Oui, du coup, je dois connaître un petit peu de tout. J'ai pu rencontrer tous les producteurs. On a fait une visite de toutes les fermes, toutes les exploitations, pour bien connaître les produits, les conditions d'élevage ou de tout. Oui, de chacun, de tous les producteurs qui sont non associés aussi quand ils viennent pour déposer leurs produits. Voilà, c'est une chose dont on n'a pas parlé parce qu'effectivement, il y a des gens qui déposent leurs produits, qui sont en dépôt-vente en fait, et qui sont à disposition des clients. Et ça fait aussi une certaine part du chiffre d'affaires de la boutique. Hein. Tout à fait, oui. Donc il y a combien d'exposants comme ça qui... Une trentaine. Une trentaine il y a un nom particulier pour ces dépôts-vendeurs. Je crois que c'est le dépôt-vendeur.
C'est ça. Un dépôt-vendeur, plus la dizaine de producteurs qui officient dans la boutique. Alors là, vous êtes là tous les jours, vous? Tous les jours d'ouverture du magasin, oui. Tous les jours, c'est ça. Ouais. Alors que vos petits collègues qui sont derrière avec vous sont là de temps à autre pour épauler, pour vous épauler, vous. Oui. Bon. Et ils amènent leurs produits. Alors, est-ce qu'il y a un jour particulier, parce que là, j'ai déjà posé la question, où il y a des tripes? Il n'y a pas un jour particulier? C'est une semaine sur 2, une semaine sur 3, ça dépend. Ah oui, d'accord. Donc il n'y a pas un jour de la choucroute, enfin je dis choucroute, mais... ça change. Parfois on sait la semaine précédente, on peut prévenir les clients, mais ça change encore. D'accord, il y a un boulanger, je vois qu'il y a du pain. Oui, le pain c'est tous les jours. Mais alors, c'est quelqu'un qui fait partie de la boutique ou c'est un dépôt-vendeur? C'est un dépôt-vendeur. Et donc il nous fait des biscuits, des corgnottes qui sont... Ah oui, bien sûr. Le pain cuit dans un four à bois et des galettes aussi du coin. Alors les clients qui viennent ici trouvent tout ce qu'ils veulent ou ils sont obligés d'aller alors, je parle pas du savon à barbe ou du dentifrice. Hein. Pour des personnes vous avez tout, quoi. Qui veulent pas de produits transformés, ici on a vraiment presque tout. Oui, on arrive à faire beaucoup de choses avec. On a produits laitiers. Là vous avez du bœuf, légumes, fruits, et puis pâte à tartiner, confiture, caramel, des produits aussi en verrine. Mais la pâte à tartiner est locale aussi? Oui, le caramel. Hein, ah oui, comme quoi. Chocolat, même pour les gourmands, il y a ce qu'il faut. Alors en viande, vous avez du porc, de l'agneau, j'ai entendu tout à l'heure. Oui, de l'agneau. De l'agneau. Oui, qui est dans les bacs au milieu. Ah oui, voilà. Ouais, d'accord. Donc du porc, du veau, tout ce qui. Du bœuf. Du bœuf et puis voilà. Et puis de la des escargots. Bien sûr. Des escargots. Ouais. Du canard également. Ah. Voilà. Eh bien, écoutez, merci Élise. Je vous en prie. Bonjour madame. Oui, bonjour. Donc, vous êtes client, vous êtes cliente depuis le début de ce magasin qui s'appelle La Ferme d'à côté. Oui. Pourquoi pourquoi? Parce que j'ai déjà l'habitude des fermes emplettes, des magasins de producteurs, oui, je préfère, oui. Je préfère. Les produits plus sains, oui, effectivement. Surtout pour le bio aussi, pour le pain. Enfin bon, je suis une habituée. Bonjour madame. Alors bonjour, vous monsieur. êtes cliente oui. de La Ferme d'à côté. Ah oui, depuis le début. Une bonne cliente? Oui. Vous trouvez tout ce que vous cherchez? Tout. Tout. Il n'y a rien qui manque. Rien qui manque, là vous voyez, ça fait plusieurs fois que je viens, j'ai l'occasion de faire des voyages à l'étranger. Quand je parle à l'étranger, dans des régions étrangères, et chaque fois je viens chercher ici des cadeaux pour porter aux gens qui... Ah oui, c'est ça, oui. Mais oui. Là je pars sur l'île de la Réunion, je vais emmener quelques produits. Oui. Alors c'est un magasin de gourmands quand même. Hein. Oh bah, c'est pas un magasin de gourmands, c'est un magasin de gourmets. Ah, les deux? Ah, dites donc, bah, bien sûr, puisqu'il n'y a que des bons produits ici. Qui font du bien à la santé. Je pense bien, oui. Parce qu'ils font du bien à nos producteurs. Mais pas qu'à nos producteurs, à la nature et à tout, puisque c'est produit dans de bonnes conditions et avec un respect de l'environnement et des animaux. Merci madame. Bonjour madame, c'est la première fois, d'après ce que vous m'avez dit à l'instant, que vous venez dans ce magasin. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a décidé de vous arrêter? Parce que j'ai vu le panneau en passant. Un magasin de producteurs. Voilà. Alors Julien, vous êtes à l'initiative de l'association de La Ferme d'à côté. Oui, donc en ce qui concerne mon rôle au sein de l'association, depuis le démarrage du projet, j'étais plutôt en charge avec Blandine de m'occuper des montages de
de dossiers en ce qui concerne la banque et puis des aides à la création. Et puis aujourd'hui, donc je suis en charge plutôt de la comptabilité et puis de la relation avec la banque. D'accord. C'est vous qui avez le carnet de chèques? Ça peut arriver, oui. Alors donc vous avez suivi parce que y a un comptable particulier qui s'occupe de... Oui, donc on travaille avec l'AS 71. Et donc bon, moi je prépare les factures au classement et puis je règle à la fois les rétrocessions pour tous les agriculteurs partenaires du magasin et les factures de fourniture par exemple. Alors vous utilisez beaucoup les codes barres pour savoir qui a vendu quoi? Ouais, exactement. C'est un petit peu ça, non? Bah oui, il y a beaucoup de produits, quasiment tous les produits sont code barrés, mis à part ce qui est en service arrière. Donc c'est vrai que pour nous c'est un outil indispensable hein, pour pouvoir faire la répartition des produits pour chacun, parce qu'il y a, je crois, 52 producteurs. Donc pour faire la répartition, les codes barres c'est un outil génial pour nous. Ah oui, effectivement. Hein. Bon, les fruits et légumes, il y a plusieurs producteurs de fruits et légumes Oui, également, oui. Ah, ça doit pas être facile, ça. Ouais, non, c'est quelque chose. C'est peut-être ça plutôt la forme d'emploi. Après, ce qui est compliqué, c'est aussi à la caisse, la tenue, enfin, de bien connaître les produits pour savoir pour les adresser aux bonnes personnes. Voilà, exactement. Ah oui, c'est toute une gestion. C'est une gymnastique qu'on n'imagine pas exactement, ouais. À l'extérieur. On découvre petit à petit parce que c'est des choses qu'on ne connaissait pas non plus avant. Hein, donc, voilà, c'est un nouveau métier. D'où d'avoir l'intérêt d'avoir une vendeuse qui connaisse bien les produits. Exactement, c'est très important. Ouais. Oui, mais plus qu'ailleurs même. Ouais. Ah, ça, on n'est pas dans un supermarché. Là. Voilà, il y a tellement de gens pour qui ça paraît très évident, mais non, ça l'est bien moins. En effet. Dans la pratique, c'est pas du tout évident. Franchement, c'est quelque chose qu'on s'attendait. Enfin, on découvre vraiment, on s'attendait pas à ça forcément. Au début, quand on faisait nos réunions au tout début, on ne pensait pas que ça faisait autant de boulot au niveau administratif. Et voilà. C'est quelque chose qu'on avait peut-être sous-estimé, ça. Et globalement, ça fait aussi du boulot dans les fermes, hein, parce que pour la préparation de la viande, la mise sous vide, l'étiquetage, c'est un sacré boulot. Hein. Mais bon, après, tout se fait. Hein. Mais, voilà. Alors, il y a quelqu'un parmi dans votre GAEC qui est plus orienté pour la gestion avec la ferme d'à côté ou Oui, bah c'est Julien. Hein, c'est Julien. Puis moi. C'est Julien et encore vous. Voilà, c'est assez partagé. Voilà, moi je m'occupe plutôt de la partie transformation ici. Et mon père Hervé, lui, il fait plutôt le lien entre ici et la ferme d'à côté. D'accord. C'est moi qui livre. C'est vous qui livrez. Voilà. Et puis vous les mangez vos produits? Bah bien sûr. Alors, entre nous, ils sont bons? Ils sont pas mauvais. Globalement, on n'est pas trop mal. Vous êtes satisfait? On est assez satisfait de nos produits. Donc elles n'ont pas toutes mis bas pour l'instant? Ah ben non, mais elles mettent bas progressivement. Hein. Nos vélages sont étalés. Ah oui. On vèle toute l'année, nous. Oui. C'est pas comme en allaitant où ça vèle à une certaine période. Nous, on est obligé pour avoir du lait toute l'année. On étale les vélages. Chez nous, là, ils ont les vélages, il reste pas dans la ferme. Oui, c'est fait. Alors Hervé, expliquez-moi, nous sommes devant quoi là? Alors ça, c'est les veaux que les vaches laitières qu'on vient de voir ont fait. Donc ça, c'est des jeunes veaux, hein. Ils ont une semaine. Hein, mais celui-là, je suis sûr qu'il n'a même pas une semaine. Puis voilà, donc c'est pour les renouvellements du troupeau laitier. Donc quand il y a des mâles, les mâles on les engraisse, hein, ça fait des babys. Oui. Faut bien manger. Voilà, c'est ça. Elles sont pour vous celles-ci, vous les avez pas les vendre. Ouais, voilà, ah oui, non mais on en a besoin pour renouveler notre troupeau. Ah bah ça va t'éter sec là. Oh il sauve. On va revenir.
les filles. Elles sont belles. Et il y en a quand même pas mal, hein. Bah avec 240 vaches, oui. Enfin, on a même plus que ça, 280 vaches, du coup ça fait beaucoup de veau. Ouais, mais vous avez quand même un mâle et une femelle, non? Ah bah oui, non mais vous avez autant de mâles que de femelles? Non, parce qu'on met maintenant on peut mettre. Ah, vous pouvez choisir le sexe. La semence sexée, donc. Ah ouais. Sur les génisses, on met que de la semence sexée. Ah oui. Donc les semences sexées vous permettent d'avoir l'animal que vous voulez. Ben, disons que la semence sexée nous permet d'avoir plus de femelles, quoi, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des femelles pour le renouvellement du troupeau. Donc on ne met pas tout en semence sexée parce que c'est quand même plus cher. Et du coup, ce qu'on met pas, on met surtout les génisses en semence sexée et celles qui ont des très bonnes origines. Voilà, c'est ça. Et les autres vaches, ben on les insémine soit en croisée avec du limousin ou du charolais, ce qui permettra de nous faire nos veaux de lait après, plus tard. Et puis voilà, du coup, les mâles montbéliards sont engraissés, ça fait des torions. Alors vos génisses, là, enfin les vaches, elles veulent toutes seules ou ils ont besoin d'un petit coup de main? Ah bah, en principe, elles veulent toutes seules. Bon, après, on surveille quand même, parce que ça arrive qu'il faut quand même qu'on intervienne. Hein. Ouais. Et vous avez une caméra robot qui surveille tout ça? Non, on n'a pas de caméra. On n'a pas de caméra, mais on a quand même peu de problèmes de vélage. Hein. Ça peut arriver quand on met du croisement avec des charolais, bon, mais c'est vrai qu'on les surveille quand même beaucoup. Ouais. On est assez nombreux sur l'exploitation, et puis donc, ouais. Ouais. Vous êtes combien? Alors on est 5 associés, oui. On est 5 associés, et puis on a 3 salariés, enfin qui s'occupent au niveau de l'exploitation pour les bêtes, les terres, et après on a d'autres salariés pour ce qui est la partie transformation, labo, voilà, tout ça, la vente directe. D'accord. Alors, vous faites partie de cette association de la ferme d'à côté? Ben, bien sûr, oui. Vous faisiez partie des premiers qui ont lancé le projet? Ouais, je pense que oui, c'est tout à fait ça. Le projet est parti de la Bresse. Hein. On ne le dit pas trop fort parce que, comme le magasin est sur Tournu, donc non, mais effectivement, le projet est parti de la Bresse. On était même de Chapeltec exactement, parce qu'on est trois exploitations on avait réfléchi à ça, quoi, voilà. Et puis du coup, c'est parti comme ça, quoi. Après, on a cherché d'autres agriculteurs qui étaient susceptibles d'être intéressés. Et puis voilà, du coup, après, il y a des gens de Tournu qui sont venus, du Chizy, voilà. Alors, vous aviez un besoin de vendre en direct ou c'est parce que dans l'air du temps, les gens demandent ces magasins de producteurs, ces circuits courts? Disons qu'on faisait déjà un peu de vente directe à la ferme, mais bon, le problème, quand on est au fond de la Chapeltec ou au fond de Jouvençon, c'est pas très pratique pour les consommateurs de venir jusqu'à la ferme. Bon, il y en a qui viennent, mais il y en a, ils font pas l'effort de venir. Donc du coup, ce qu'on avait dans l'idée, c'était de se mettre à la portée du consommateur, c'est-à-dire aller où il était. C'est pour ça qu'on a choisi, on a essayé de choisir une petite ville, hein, pas trop grande, mais où il y avait un peu de potentiel. Et donc on a ciblé Tournu parce qu'on pensait qu'à Tournu il y avait du potentiel. Il y a beaucoup de passages, c'est sur l'axe nord-sud, quand les gens partent en vacances ils passent par Tournu. Il y a beaucoup de restaurants, voilà, c'est une ville touristique avec la cathédrale, pas la cathédrale, l'abbaye. Voilà, donc, Et alors, vous faites du bœuf, vous, hein? On fait plusieurs choses. Hein. Ce qu'on met au magasin, on fait de la génisse, du veau de lait, du porc. Et du poulet? Et du poulet, oui. Ah, poulet de Bresse et poulet fermé. Poulet de Bresse et poulet fermé. Alors, c'est les chapons aussi dans les poulets? Alors, on fait le chapon, les poulardes, oui, enfin, mais ça, c'est uniquement en fin d'année. Ah, oui. Décembre. Alors, les poulets qui vont être transformés en chapon, en poularde, sont nés déjà? Oui, on peut aller les voir d'ailleurs tout à l'heure. Si ils sont déjà démarrés. Les chapons sont démarrés, pas les poulardes, parce que les poulardes, on les démarre au mois de juin-juillet. Donc, mais tout ce qui est chapon, ils sont sur l'exploitation. On fait en 2 fois. On en a castré une partie cette semaine. On est quel jour là?
jeudi, donc on a castré mardi. D'accord. Donc on a castré 1000 chapons. On va se déplacer sur votre exploitation. Alors, Hervé, nous sommes dans une de vos couveuses, là. Alors, c'est une poussinière, enfin, c'est un poulailler qui fait aussi poussinière, parce que du coup, les parois sont isolées, c'est des panneaux de sandwich. Comme ça, on peut démarrer nos poussins directement dans le poulailler où ils seront toute leur vie. Pendant 5 mois. Là Et bien là, ils ont 4 semaines. Ils ont 4 semaines. Que des mâles. Ça, c'est que des mâles. On les a triés, parce que du coup, quand on les reçoit, ils sont tous venants. Il y a mâles et femelles. Et donc, comme les chapons, c'est exclusivement des mâles castrés, donc voilà, c'est pour ça. Tout ça, c'est destiné à être chapon. Ouais. Engraissage ou engraissement. Engraissement, oui, ben après, voilà, déjà, ils vont passer tout le printemps, tout l'été dehors, tout l'automne aussi, dans l'herbe. Et puis, à partir du mois de décembre, ils vont être mis à l'abattoir, et puis voilà. Et alors, ils s'engraissent tout seuls, il n'y a pas d'engraissement mécanique? Ah ben c'est l'alimentation qui fait que... Qui va grossir, et puis ils sont demandeurs, et puis plus ils demandent, plus ils ont besoin. Voilà, et du coup, c'est le lait qui fait que ça s'engraisse. Enfin, il y a une particularité d'engraissement, c'est grâce au lait. Ouais, le lait. Du lait et nous, on met du lait de vache, donc c'est un plus par rapport... quand on n'a pas de lait de vache, ça va aussi, mais bon, avec le lait de vache, c'est un plus. Oui. Donc nous, on met poudre de lait plus lait de vache. Donc ça lave les navettes. Attention. Et c'est un laser qui vise les mamelles et... Le laser roule en fait qui indique la position des crayons. Ça c'est une machine en lactation. Donc on a toutes les informations sur la tablette. La 300 vidéos Donc là par exemple là elle branche que 3 crayons parce que le quatrième en fait il est un peu condamné. Il fait plus de lait. Ah mais il sait que la vache n'aura que 3 tétons qui seront... En fait, des fois, ça arrive qu'il y ait des vaches qui ont des quartiers qui n'ont pas de lait forcément. Et l'ordinateur de la treilleuse le repère. Voilà. Bon bah dis donc. Donc c'est enregistré dans le logiciel. Ah oui. Et la suivante attend son tour. Voilà, exactement. Là, elle n'a pas envie d'être sur la vidéo. Et ça dure longtemps l'opération? Ça dépend combien du trajet là. Elle, ça va pas durer longtemps parce que c'est une vache qui est en fin de lactation, qui va bientôt faire un veau. Donc, Donc monsieur, c'est vous qui pilotez la machine là? Oui, c'est exact. Vous êtes le spécialiste. En fait, il y a toujours besoin d'une intervention humaine pour faire fonctionner la machine. C'est-à-dire qu'il y a besoin d'une intervention humaine effectivement pour surveiller s'il y a des problèmes ou non.
Et vous restez toute la journée ici? Non, parce non. qu'on m'a dit qu'elle se présentait comme elle voulait. L'avantage du robot, c'est qu'on est assez flexible sur les horaires, c'est-à-dire on regarde de temps en temps dans la journée si tout se passe bien, grâce à l'ordinateur, et voilà. D'accord. Et le téléphone également. Et vous laissez, vous leur laissez, c'est toute la journée qu'elles peuvent ou c'est seulement à une certaine heure? Non, c'est disponible 24 heures sur 24. Oh bah dites-moi. Alors, monsieur Voisin, Hervé, il y a longtemps que vous avez cette installation? Ah non, c'est tout récent, ça fait depuis le mois d'octobre. C'était à peu près la mise en route en même temps que le magasin de producteurs, donc c'est facile. Ah oui, d'accord, c'est tout à fait récent. Ouais. Et avant, vous faisiez comment? Eh ben, mais avant, et puis même encore maintenant, on a divisé le troupeau en deux parties. Donc on en a une partie qui va au robot et l'autre partie qui va toujours pareil avec la salle de traite. Donc il y a la salle de traite, mais là-bas il y a un truc automatique aussi. Ah bah là-bas c'est la salle de traite comme on a depuis 30 ans. D'accord. Mais vous ne travaillez pas la main? On ne traite pas la main, non, c'est une salle de traite. C'est le système qui était globalement avant les robots. D'accord. Donc nous on a fait ça parce que il y a toujours des vaches qui ne s'adaptent pas au robot de traite. Ah oui. Donc voilà, ça nous permet de réformer moins rapidement nos vaches. Celles qui ne s'adaptent pas, on les a mis toujours en salle de traite. D'accord. Alors vous avez combien de bêtes comme ça à passer? Là on en passe 240. 240. Alors 120 au robot et 120 en salle de traite. Voilà, et vous produisez que du lait? Dans cet atelier-là, on produit que du lait. On ne fait pas de transformation. D'accord. Alors le lait, il va dans un réservoir qui est à l'intérieur quelque part. Le lait est à l'intérieur de ça. Et comme c'est plein, ça part dans le temps. Voilà, là on voit la production qu'elle a eue. Voilà, ça se libère. Voilà, ça a désinfecté la mamelle après. Ah oui. Ouais, c'est du sérieux, hein. C'est drôlement bien. Elle continue quand même de faire sur un fil. Oui, parce qu'il y a des quartiers qui sont un peu plus longs que d'autres à faire, et du coup, ça permet de ne pas faire de surtraite dans les autres quartiers. D'accord. Bien oui. Parce que la surtraite, du coup, c'est néfaste pour la mamelle. Oui. Donc, voilà. Votre ancienne installation ne fait pas ça? Ah, ça, d'accord. Le petit rétro. Voilà, après, on fait des interventions humaines dans l'autre installation. Hein. On rentre, on débranche, voilà. D'accord. Mais avant, on passait 3 heures à la traite. Aujourd'hui, on passe plus qu'1 heure et demie. Voilà, elle est libre. Place à la suivante. Hervé. Oui. Alors là, nous sommes sur la partie de votre exploitation. Comment? On est sur la partie de votre exploitation qui est dédiée à l'élevage du porc. Oui, on a un petit atelier de porc. Hein. On a 40 places, on a 4 cases de 10 porcs, donc c'est tout petit. Hein. Bon. C'est exclusivement pour la vente directe. Alors vous avez une truie qui fait ses prix, vous avez des truies? Non, on achète les porcelets, les derniers arrivés, c'est ceux-là. On les achète, ils font 20 kilos. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, ils font 20 kilos. Ouais. Ça, ils font déjà un peu plus, là, hein, parce que... Oui, ça fait quelques temps que vous les avez. Là, ils font 35, là. Donc, tous ces cochons, vous les emmenez à maturité? Oui, comme la case là-bas du bout, on en a déjà tué un. Donc, et alors, vous les faites partir à quel âge? Ils ont 5 mois à peu près. 5 mois, ouais. Et ils pèsent combien en moyenne? 120 kilos. 120 kilos, ouais. Après ils font du gras? Après oui, ça graisse trop et puis donc pour faire la vente directe, c'est pas ce qu'il faut, quoi. Ouais, d'accord. Et tout ça est proposé donc en vente directe au magasin de la ferme d'à côté? Oui, bien sûr. Et vous ne vendez rien directement? Ah ben si, on a aussi un petit magasin à la ferme et on fait des colis de porc, donc on fait les deux. D'accord. On fait la vente à la ferme plus la vente à la ferme d'à côté. D'accord, alors
vous avez un laboratoire pour, oui, pour les faire partir dans le lieu. Hein, c'est-à-dire on les fait partir à l'abattoir. Ils sont abattus à l'abattoir. Ah oui, c'est obligatoire. Hein. Ils partent à l'abattoir et après on les récupère. Et on en fait transformer une partie à Bourg, aux Sardières. Tout ce qui est saucisson, pâté croûte. Et tout le reste, on le fait à la ferme. On a un labo à la ferme. Okay. Ah oui, ils ont gardé leur queue, les vôtres, là. Oui. Ah, ça va, ils sont pas trop... non, ils ne s'agressent pas trop les uns les autres avec ça? Non, on n'a pas de problème de ce côté-là. Bah, vous voyez, ils n'ont pas d'entaille. Hein. Ah ouais. Parce que quand ils sont assez joueurs, ils aiment bien l'attraper. Ah, ça, non, on n'a pas de problème. Bon, ça peut venir. Hein, ça peut venir. Et ceux-là, ils ont la dernière case, ils ont la chance parce qu'ils peuvent aller dehors. Ah, ils ont le droit. Oh, les pépères. Oh, je vous aime. D'ailleurs, ils viennent voir là. Ah oui. Et ils font des trous là aussi. Hein. Ah, bah ça arrête pas d'enrager. Ah, oui. Oui, alors, dans cette case-là, les porcs ont le droit de sortir. Hein. Ouais, bah la configuration du bâtiment fait que ça touche le pré et du coup ils ont le droit de sortir dans une petite courette. Voilà. Ouais. Bah, ils sont contents. Ah mais ils sont contents, ouais. Ça fait du muscle. Ils sont contents. Mais ça, ils aiment être dans la boue. Et ils sont un peu auto-nettoyants parce que même quand ils sont dans la boue, ils rentrent, ils se nettoient, ils sont tout propres. C'est pas ça les cochons. Quoi qu'on en dise. Hein. Allez, pépère. Vos porcs ne sont pas labellisés. Il n'y a pas de label pour les porcs. Non. Mais c'est du porc de... Porc fermier, comme autrefois, quoi. Donc la même façon de faire que nos parents faisaient. La nourriture, c'est un mélange de céréales, de pois, enfin il y a de l'orge, un peu de maïs, des pois. Et vous achetez vos céréales? Ah non, toutes nos céréales sont produites sur la ferme. Donc ça fait déjà un point en moins. Voilà, on tient à ça, hein, que ça soit produit sur l'exploitation et qu'on n'achète rien à l'extérieur pour nourrir les bêtes qui partent en vente directe. D'accord. Alors à partir du 5e mois, on peut leur dire au revoir, hein, on a vu, 120 kilos. 120, 130. 120, 130 kilos. Ouais. Hein, on évite qu'ils soient... On évite qu'ils soient trop gros, hein, parce qu'après ça fait, même pour la découpe, ça fait des grosses pièces, des grosses côtelettes, c'est pas ce qu'il faut. Voilà, 120, 130, c'est nickel. Ouais. Le bon morceau à la bonne personne. Exactement. Il y a besoin d'être bouché pour... Ah ben on a embauché une bouchère, enfin c'est pas un boucher, c'est une bouchère. Hein. D'accord. Ben oui, il faut quand même un minimum de connaissances. Oui, bien. Sur l'exploitation, vous avez quelqu'un de métier. Voilà, exactement. Ben, on n'a pas eu le choix, hein, de toute façon. Ça tombe bien parce que c'est notre voisine. Alors, c'est une jeune qui a fait un CAP dans la boucherie. Et du coup, voilà, ça s'est pas trop mal goupillé. Elle cherchait du boulot, nous on cherchait quelqu'un. Et voilà, ça s'est fait comme ça. Et en même temps, elle vend au magasin à la ferme d'à côté. D'accord. Elle est bouchère et vendeuse. Ah, c'est pas Élise, parce que Élise tout à l'heure nous a dit... Ah ben Élise, c'est la vendeuse que le magasin a embauchée, tandis que notre bouchère, c'est nous qui l'avons embauchée. D'accord. Ah oui, c'est pas... Elle travaille pas... Non, elle est embauchée par le GAEC. Par le GAEC. Ouais, voilà. Donc, nous, on avait besoin d'un boucher, de toute façon. Avec toute la viande, enfin, entre les veaux, le bœuf, le porc, il nous fallait... Et les poulets, parce qu'elle traite les poulets aussi? Alors, les poulets, non, c'est moi et mon fils qui s'occupons des poulets. On s'est découpé. On a été en formation, enfin, surtout mon fils, il a été en formation pour apprendre à découper les poulets. Donc maintenant, tout ce qui est poulet, volaille en découpe, on le fait nous-mêmes. On tue les poulets nous-mêmes, on a un abattoir de volaille aussi. Un petit abattoir, hein, mais comme ça nous permet d'être autonomes sur notre ferme. Il y a 10 mètres carrés par volaille en poulet de Bresse, c'est obligatoire. Ça. Ouais, c'est les normes. Donc il y a une norme pour l'élevage des poulets de Bresse? Ah oui, bien sûr. Oui. Déjà, c'est obligatoire qu'à partir de 5 semaines, ils aillent dehors. C'est obligatoire, ça. Donc voilà. Ça fait partie du cahier des charges de l'AOC. D'accord. Et puis l'aliment? Alors l'aliment, c'est pareil, ça c'est réglementé. Donc
À partir de 35 jours, obligation de mettre du maïs, un peu de blé et du lait. Voilà. Alors vous passez le maïs à l'aplatisseur? Alors on récolte le maïs parce qu'il faut que le maïs il soit récolté, enfin il faut qu'il soit issu de la braise. Donc on récolte le maïs dans nos champs, quoi, on a à peu près une vingtaine d'hectares de maïs destinés à la volaille. Et après on le passe dans un moulin. Oui, c'est même pas même pas un aplatisseur, c'est un moulin. Après on mélange avec du lait en poudre ou avec du lait de vache. Nous, comme on a la chance d'avoir des vaches laitières, ça nous permet de donner du lait de vache à nos volailles. Donc combien de temps là avant d'être à maturité? Oh, ben, ceux-là, dans un mois, ils seront bons à abattre. Ouais. Alors vous avez un contrat avec un... Ouais, alors pour les volailles de Bresse, pour les poulets de Bresse, on a un contrat avec Méret, l'établissement Méret, c'est un volailler. Donc on en fait une partie avec le volailler et une partie en vente directe. D'accord. Et la vente directe, c'est vous et la... Alors la vente directe, on en vend à la ferme et on en vend aussi à la ferme d'à côté. D'accord. On en vend quand même pas mal à la ferme d'à côté maintenant. Vu sur vos bêtes là. Alors ça c'est les vaches limousines. Vaches à viande là. Voilà, c'est plus la même chose, on rigole plus là. Ça c'est avec c'est cette race là qu'on met au magasin à la ferme d'à côté. Ah oui. Ouais, la limousine. Donc votre petite bouchère s'occupe aussi de leur sort. Ah ben oui, ouais, c'est pareil, on fait abattre à... Ah ben ça, les grosses bêtes comme ça, elles partent à Cuiseaux, à l'abattoir de Cuiseaux. D'accord. On les récupère et après c'est la petite bouchère, comme vous dites, qui les découpe. Oui. Bah, nous on donne la main, on emballe, Oui, voilà. Bah faut bien que les hommes servent à quelque chose quand même. Ouais, exactement. Donc elles sont dehors pratiquement toute l'année, hein, les limousines. Ça craint pas le froid? Non, ça craint pas le froid. Puis notre stabulation, elle communique avec nos prés, donc il y a juste les deux mois d'hiver, décembre, janvier, où elles ne vont pas dehors. Alors vous avez préféré la limousine à une autre race de vache à viande pour une raison particulière? Bah déjà pour la facilité pour les vélages, hein. Les limousines ça vèle facilement. Par rapport aux... Avant on avait des charolaises, mais du coup on est passé en limousine, on a beaucoup moins de soucis de vélage. Et en plus les veaux limousins ils sont plus nerveux à la naissance, ils démarrent bien. Tandis que des fois, par rapport à une Aubrac ou... Après, on s'est rendu compte que nos clients, ils aimaient la limousine. Souvent, quand ils nous demandent quelle race on fait, quand on dit limousine, eh ben, on voit que ça plaît. C'est vrai que ça fait de la bonne viande. Oui. La charolaise aussi, hein, je ne dis pas que c'est pas de la bonne viande, la charolaise, mais voilà. On est surtout parti dans limousine pour la facilité de vélage et la facilité de conduite du troupeau. Voilà. Après, voilà, ça tombe que les consommateurs aiment la limousine, donc c'est très bien. Et vous les mangez vos produits? Bah, bien sûr. Alors, entre nous, ils sont bons? Ils sont pas mauvais. Globalement, on n'est pas trop mal. Vous êtes satisfait? On est assez satisfait de nos produits. Bah, ce sera le mot de la fin. Bah, tant mieux. Merci messieurs. Eh ben, un plaisir. Au revoir Julien. Merci. Merci à vous tous.